Lumière. 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 Lumière sur l'imagerie scientifique avec Émilie Stémetz et Lauriane Paulini, technicienne au laboratoire Biogéosciences à Dijon. Comment les géologues peuvent-ils analyser la composition d'une roche sans l'abîmer ? Comment les climatologues peuvent-ils déterminer les environnements passés à partir d'un échantillon minuscule ? Comment les physiciens étudient le comportement des matériaux à une échelle infiniment petite ? Rendre visible l'invisible et répondre à ce genre de défi, c'est le rôle de l'imagerie, un outil indispensable à la recherche. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir deux techniciennes qui sont les yeux des chercheuses et chercheurs, Émilie Stémetz et Lauriane Paulini. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Émilie, Lauriane, vous êtes toutes les deux techniciennes sur la plateforme Gizmo du laboratoire Biogéosciences à Dijon et êtes spécialisées sur l'aspect imagerie de la plateforme. Alors déjà, pour qu'on puisse se donner une idée, quand on parle d'imagerie, on pense tout de suite à l'imagerie médicale, les IRM, etc. Avec quoi travaillez-vous comme machine ? Est-ce qu'elles sont différentes de celles qu'on connaît dans le domaine médical ? Émilie ? Alors oui, tout d'abord, nous travaillons donc sur un secteur dédié à l'imagerie scientifique et nous avons plusieurs domaines de compétences. Nous avons particulièrement 3 domaines. Donc un domaine dédié à l'imagerie scientifique claire avec des microscopes électroniques à balayage. Et puis ensuite, nous avons un secteur dédié à la microfluorescence X. Et puis ensuite, nous avons toute une partie dédiée à l'imagerie 3D. Donc c'est là où les machines vont le plus ressembler à ce qui est fait dans le milieu médical. Lauriane ? Oui, sur le secteur d'imagerie 3D, on utilise 2 technologies principalement. Donc tout ce qui va être scanner surfacique avec projection d'un motif sur un objet et après on va refaire en 3D l'objet en question. Et aussi tout ce qui va être la microtomographie à rayon X, qui consiste à prendre des radios sur un objet qui fait une rotation, donc sur 360 degrés de l'objet, et ensuite, avec nos logiciels, on va pouvoir reconstruire et refaire l'objet en 3D. Donc c'est pas uniquement des photos en fait, c'est en 3 dimensions. Émilie ? Pour cet exemple-là particulièrement, oui, ça va être de la 3 dimensions. Après, en ce qui concerne le microscope électronique à balayage ou la microfluorescence X, on va plus obtenir des imageries chimiques. Et cette fois-ci, elles seront donc en 2 dimensions. Et ça nous apportera donc une information sur la composition de l'échantillon et plus seulement sur sa structure externe finalement. Mais alors, comment ça fonctionne exactement ? Est-ce que vous répondez à des commandes de chercheuses et chercheurs qui auraient besoin d'analyser un sujet en particulier, ou est-ce que vous choisissez ce que vous analysez ? Lauriane ? Alors en fait, c'est le fonctionnement de la recherche et des dépôts de projets qui sont faits. Et après validation de ces dépôts, les chercheurs vont venir nous faire des demandes d'analyse. Et ensuite, on va pouvoir conseiller les chercheurs en échangeant avec eux sur les différentes techniques qu'il est possible de faire. Et après consultation, on va pouvoir organiser notre travail autour justement de leurs demandes d'analyse. On est aussi en collaboration avec des partenaires extérieurs. Donc on a certes les chercheurs à l'intérieur du laboratoire, mais on a aussi d'autres partenaires publics qui sont par exemple l'INRAE à Dijon. On va réaliser ce qu'on appelle des prestations, c'est-à-dire qu'on va compléter leurs méthodes avec nos méthodes, donc compléter leurs analyses avec nos analyses. Donc ça va être une démarche qui va être plus spécifique en fonction de leurs besoins. Quels sont les échantillons que vous recevez et que vous analysez ? Vous avez des exemples peut-être ? Lauriane ? Sur les échantillons qu'on analyse, on peut avoir de l'échantillon biologique, donc par exemple des souris, des campagnols, sur des problématiques plutôt d'évolution. Et on peut aussi avoir des échantillons type fossiles ou sédiments qui vont par exemple être utilisés pour des analyses chimiques en utilisant différents appareils et aussi sur des problématiques plutôt paléontologiques ou sédimentaires. Oui, compréhension des environnements de dépôt de ces échantillons, compréhension des anciennes conditions dans lesquelles ils sont déposés. Donc c'est comprendre le passé, c'est de la recherche purement fondamentale. Combien de temps ça prend justement ? Parce que quand on parle de recherche fondamentale, en général ça prend beaucoup de temps. Est-ce que l'analyse d'un objet, ça prend beaucoup de temps ? On a du mal à se rendre compte ? Vous avez des exemples ? Alors ça va totalement être dépendant de l'objet. Donc sur un même appareil, une analyse peut prendre 5 minutes. Je pense notamment au microscope électronique à balayage, c'est de l'observation, donc on va pouvoir avoir tout de suite une image en 5 minutes de temps.
Après, ce qui va être beaucoup plus long, c'est quand on va commencer à, par exemple, faire une cartographie chimique des éléments. Donc là, ça peut prendre de 1 heure jusqu'à 90 heures, si l'appareil le permet. Donc c'est totalement dépendant de l'objet, de l'étude, de ce qu'on souhaite observer, de ce que le chercheur souhaite obtenir. Et c'est là où notre rôle va être fondamental, puisqu'on va essayer de le conseiller au mieux, de trouver les paramètres qui vont concilier à la fois un résultat probant et un temps d'analyse raisonnable. On dit que vous rendez visible l'invisible. Est-ce que vous avez eu des surprises, justement, en mettant la lumière sur certains échantillons et en les analysant ? Oui, par exemple, on a eu un échantillon fossile qui a été passé sur nos appareils de surfacique, ou plutôt des appareils destinés à modéliser en 3D l'échantillon. Et ensuite, il est passé dans une seconde machine pour faire une cartographie chimique. Et à ce moment-là, on s'est rendu compte que chimiquement, ça révélait la présence d'un fossile qui était invisible à l'œil nu, justement. Émilie ? Puis il y a d'autres méthodes aussi que Lauriane a notamment développées au sein du laboratoire, qui consistent à mettre en lumière les tissus mous qui sont à l'intérieur d'un squelette, enfin qui sont autour d'un squelette. Et donc en injectant de la iodine, elle nous rend visibles les muscles qui jusqu'à présent étaient invisibles pour nos machines. Donc c'est un petit côté magique, l'imagerie. Waouh. Tous ces équipements sont à la pointe de la technologie et c'est du coup vos outils de travail. Je doute pas que vous les chouchoutiez au quotidien. Oui, on les chouchoute. On a notamment tout ce qui va être la maintenance de nos appareils, qu'on surveille étroitement, parce que comme on fait de l'imagerie, plus on est précis, mieux c'est. C'est même indispensable. Et du coup, on a tout ce qui va être les maintenances, les calibrations de nos appareils. Sur certaines grosses machines, on a des contrats de maintenance avec nos fournisseurs qui viennent faire des interventions, s'assurer que vraiment la machine reste conforme. En plus, on a des appareils qui produisent des rayonnements ionisants, donc c'est indispensable d'un point de vue sécurité également de régulièrement contrôler nos appareils. Et ensuite, on va avoir tout ce qui va être, nous, en local, qu'on peut faire. Donc ça va être s'assurer régulièrement des bonnes calibrations, qu'on n'ait pas de déformation, de réduction, ou par exemple sur des images prises avec des appareils photo, type photo 2D, des MEB. Et puis on a quand même à cœur au laboratoire, il y a quand même toute une partie de transmission et de formation. Donc il y a plusieurs personnels qui peuvent utiliser nos machines. Donc il est nécessaire de s'assurer que la machine soit opérationnelle pour l'utilisateur suivant. Et puis surtout aussi vérifier que l'opérateur ne commet pas d'impair quant à des appareils qui peuvent coûter une certaine somme. C'est déjà arrivé ? Oui, ça arrive heureusement pas fréquemment. On a par exemple sur un appareil qu'on laisse manipuler notamment par des étudiants qui... Normalement, c'est un appareil que les étudiants peuvent manipuler tout seuls. On les forme, bien sûr. Et un jour, un étudiant débarque en nous annonçant qu'il avait perdu une pièce dans la machine, qui est normalement une enceinte qui est entièrement fermée et isolée. Et grâce, entre guillemets, à lui, on a découvert qu'il y avait une petite faille que même le constructeur était surpris de découvrir, que c'était complètement pour lui invraisemblable qu'une pièce se loge là. Et finalement, il a fallu faire appel à notre fournisseur qui vienne entièrement démonter la machine pour récupérer cette pièce. Un mal pour un bien, en fait, finalement. Alors, oui et non. Parce qu'on a quand même dû faire appel au constructeur, mais finalement, oui, grâce à lui, on a pu modifier nos protocoles et ça nous permet une nouvelle fois de nous remettre en question pour résoudre les problèmes du quotidien sur lesquels on n'était pas, pas opérationnel forcément. Tous les résultats justement que vous sortez avec cette imagerie, qu'est-ce qu'ils deviennent derrière ? Ils ressortent dans des publications scientifiques, j'imagine. Comment ça se passe ? Oui, la plupart du temps, nos images sont faites pour illustrer des propos, pour entériner des hypothèses. Donc oui, le but principal, c'est d'illustrer les publications scientifiques. Après, nous faisons toutes les deux parties de la cellule communication du laboratoire. Donc nos images sont aussi servent de support sur des supports de communication type plaquettes, kakémono, etc. C'est grâce à nos images justement qu'on arrive à illustrer, à montrer ce qu'on fait. Et on les utilise pour tout ce qui va être vulgarisation scientifique, et notamment lors des fêtes de la science qui s'est passé dernièrement. Alors, les chercheuses et chercheurs ne sont pas vos seuls collègues au laboratoire. Je pense notamment à vos homologues, parfois dans d'autres laboratoires, d'autres plateformes.
Oui, en fait, notre métier est tellement technique que nous devons en fait d'échanger avec nos homologues. Nous devons nous informer sur les nouvelles techniques et c'est par cet échange notamment très riche qu'on peut obtenir des informations. Donc on a évidemment plein de partenariats. On ne travaille pas tout seul dans notre laboratoire et c'est nécessaire d'aller voir aussi ailleurs comment ils fonctionnent, comment ils font, comment ils mettent en place certains protocoles, comment ils les appliquent sur la sécurité aussi notamment. Voilà, il y a des réseaux qui existent, justement, le réseau REGEF, qui est un réseau expérimental plutôt dédié à la géochimie, mais qui est français, qui a été porté par le CNRS et d'autres organismes publics pour justement permettre cette veille technologique parmi les utilisateurs. Donc ce gros réseau à l'échelle nationale est divisé en plusieurs sous-réseaux pour vraiment que chaque, entre guillemets, spécialité se rencontrent leurs homologues, leurs collègues, sur des problématiques qu'ils ont en commun. Et ensuite, il y a nous, localement, par exemple, quand on a des problématiques sur des machines, ça peut arriver qu'on contacte d'autres universités, d'autres labos de recherche qui ont les mêmes appareils que nous. Et du coup, on va échanger avec eux pour trouver, nous, localement, des solutions sur des problématiques l'on rencontre fréquemment. Et puis il y a aussi un pan de notre métier qui consiste à effectuer une veille technologique. Donc on doit connaître les évolutions de nos technologies. Mais pour pouvoir acheter ces évolutions, il faut aussi qu'on se renseigne sur le fait qu'on soit seul ou pas sur l'ensemble du secteur pour éviter la concurrence déloyale ou des choses comme ça. Donc il faut qu'on s'assure que nous soyons seuls à pouvoir avoir cette technique et pour ça on est obligé donc de se mettre en réseau, de communiquer entre nous pour savoir qui achète quoi et quand et parce que ça reste de l'argent public et il faut que ces dépenses soient réfléchies et utiles à l'ensemble de la communauté scientifique. Est-ce qu'il y a d'autres plateformes qui sont semblables à la plateforme Gizmo ailleurs en France ou peut-être dans le monde ? Oui, il y en a effectivement plein d'autres. La plus proche de nous et celle qui nous ressemble fortement, c'est celle qui est à Besançon, la plateforme PIT, qui a des sujets de recherche qui sont proches des thématiques qui sont développées aussi dans notre laboratoire à Biogéosciences. Donc oui. Après, en France, effectivement, il y en a aussi plein d'autres, mais de par la géographie, on travaille plus facilement proche de nous, forcément. Alors, au laboratoire, toutes les deux, Émilie et Lauriane, on peut dire que vous cumulez les activités. Qu'est-ce que vous faites exactement au laboratoire ? Quelles sont vos missions, mis à part technicienne sur la plateforme Gizmo ? Alors, nos missions, ce qu'on appelle, nous, des missions transversales, c'est en fait toutes les missions qui participent activement à la vie d'un laboratoire. Donc, il y a tout ce qui va être les missions d'hygiène et sécurité. Moi, personnellement, je suis conseillère en radioprotection, donc c'est moi qui dois m'assurer que nos utilisateurs sont protégés et manipulent dans des bonnes conditions nos appareils qui produisent des rayonnements ionisants. Ensuite, on a d'autres collègues qui sont assistants de prévention, secouristes du travail, voilà tout cet univers de l'hygiène et sécurité qui est très important pour travailler dans de bonnes conditions. Et ensuite, on fait également partie de la cellule communication de notre laboratoire. Donc, on va participer à tout ce qui va être la communication graphique aussi. Il y a aussi toute la partie appui à l'enseignement, parce que nous sommes donc dans une UFR, une unité de formation et de recherche. Donc, nous accueillons énormément d'étudiants au sein de notre plateforme. Donc, nous sommes là en appui pour expliquer nos techniques, la transmission du savoir technique, en fait, plus que livresque et ce que les chercheurs peuvent transmettre. Alors justement, en parlant de transmission, comment on accède à ce métier ? Quels ont été vos parcours, vos études ? Comment vous avez fait pour en arriver là ? Émilie ? Donc moi, j'ai obtenu un Master 2 en biotechnologie végétale. Donc c'est très éloigné de ce que je fais actuellement. Mais ce diplôme m'a permis d'intégrer un CDD de 3 ans à l'INRA de Dijon. À l'époque, c'était l'INRA, pas l'INRAE. À l'INRA de Dijon. Et puis ensuite, j'ai passé un concours externe pour être technicienne dans le laboratoire Biogéosciences. Et il y a 2 ans, il y a eu une opportunité de concours interne pour pouvoir évoluer. Donc, je suis passée assistante ingénieure. Donc, c'est globalement un cursus universitaire et ensuite des opportunités de CDD, puis des concours externes et internes qui m'ont permis d'arriver jusque-là. Lauriane ?
Moi, j'ai commencé dans le monde scientifique tout simplement par le parcours universitaire, un peu comme Émilie. J'ai fait ma licence de biologie à Dijon. Et ensuite, à la fin de ma 3e année, il y a eu une ouverture de poste au laboratoire biogéosciences par concours externe. J'ai postulé, j'ai réussi le concours et ensuite j'ai été embauchée à biogéosciences. Là, actuellement, du coup, je veux continuer mes études pour progresser dans ma carrière et c'est pour ça que j'ai commencé un diplôme d'établissement de l'école pratique de hautes études en SVT pour pouvoir progresser et améliorer mes compétences et encore plus en développer. Tout en restant du coup sur la plateforme Gismo ou vous voyez plus loin? Actuellement, je vais continuer à rester à biogéosciences. Moi, j'y suis très bien. On fait tout pour travailler en de bonnes conditions chez nous. Donc après, ce sera suivant les opportunités que je rencontre. Est-ce que vous auriez un conseil pour celles et ceux qui souhaiteraient se lancer dans une carrière similaire à la vôtre du coup? Notre conseil, il reflètera peut-être un peu notre parcours professionnel, c'est de saisir toutes les opportunités qui s'offrent à eux, donc peut-être des stages, des opportunités de CDD, et puis... Oui, c'est vraiment de se renseigner sur ce qui est possible de faire, sachant que dans le monde de la recherche, c'est un monde qui est très vaste, un petit peu pour tous les niveaux aussi, j'ai envie de dire, et à la fois les gens qui ont envie de travailler là-dedans, faut pas qu'ils hésitent à se lancer, à se renseigner, et surtout à saisir les opportunités et à tenter le coup, en fait. Merci à toutes les deux d'avoir mis la lumière sur votre métier et vos parcours. À très bientôt. À très bientôt. Merci. C'était Lumière sur l'imagerie scientifique avec Émilie Stémetz et Lauriane Paulini, technicienne au laboratoire Biogéosciences à Dijon.